Bien, Monsieur le Ministre, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, Madame, je voudrais d'abord, si vous m'y autorisez, répondre à ce qui a été dit fort aimablement à mon sujet par Monsieur le directeur de l'INSU et au nom de la commission 18. J'ai été très touché, c'est évident de ce qu'il a dit, mais il est bien évident aussi que cette phrase à mon sujet reflète, je crois, l'opinion de la commission 18 vis-à-vis de tout ce qui s'est fait à l'Institut d'astrophysique. Et si je ne disais pas maintenant tout ce que je dois personnellement à Schatzmann qui est là-bas et toutes les excellentes années que nous avons passées ensemble, je serais tout à fait à côté de ce que j'aimerais dire. Donc je crois que ce que vous avez dit s'adresse à tous. On a évoqué ce qu'ont été ces 50 années pour l'Institut d'astrophysique et ce que ces 50 années d'Institut d'astrophysique ont été pour la science astronomique et astrophysique en général. Je voudrais peut-être non pas, je n'ai pas besoin de m'en excuser, mais je voudrais apporter peut-être une petite note mélancolique dans le rappel de ces 50 années. Ma mélancolie s'adresse à la mémoire de ceux qui ont fait le service d'astrophysique du CNRS et singulièrement de ce qui est devenu l'Institut d'astrophysique que j'ai eu l'honneur de diriger. Permettez-moi d'abord d'évoquer les ministres, dont l'action a permis, avec l'éclosion du CNRS, le développement de recherches différentes de celles qui faisaient auparavant la seule activité des observatoires français Paris-Meudon en tête. Ce fut Jean Zay, bien entendu, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, Irène Joliot-Curie et Jean Perrin, successifs secrétaires d'État de la recherche dans ce gouvernement, et c'est évident, nous leur devons beaucoup. Les astronomes créateurs de l'Institut d'astrophysique, beaucoup d'entre vous en ont gardé, je pense, un souvenir extrêmement ému. Henri Mineur fut le premier directeur de cette maison. C'était un homme entier, courageux, audacieux en sciences comme dans la vie, et il pouvait séduire, comme d'ailleurs il pouvait irriter. Le savant en lui s'intéressait à tout ce qui se faisait de neuf. Ses amis avaient nom, Chapelet, Lindblad, Oort. Outre les études de dynamique des amas stellaires, ou bien son œuvre de précision pratique en matière de calcul numérique, qui se continue d'ailleurs dans la maison, c'était l'ère des longs calculs manuels, évidemment. Et l'un des nombreux travaux dont on doit se souvenir à juste titre maintenant, je crois, qui date de 1944, est la reconnaissance, grâce à l'étude dynamique de la différence systématique entre le comportement de la luminosité des CPI et des étoiles RR Lyrae en fonction de leur période. Cette découverte, qui a été confirmée par celle de Baade en 1952, qui provenait plutôt, elle, d'études astrophysiques, car les deux populations différentes auxquelles appartiennent ces deux types d'étoiles variables montra qu'il fallait réviser la calibration de la relation période-luminosité, et a conduit à multiplier par 2 la distance de toutes les galaxies, comme à réévaluer en baisse la constante de Hubble. On regrettera avec tous les auteurs francophones, je pense, que la littérature anglo-saxonne est tout à fait oubliée, l'antériorité de Mineur, dans ce qui fut l'un des progrès essentiels de l'immédiate après-guerre. La vie d'Henri Mineur a été profondément affectée par la période de l'occupation de la France par les troupes allemandes et par son engagement personnel dans la résistance. Il ne s'est jamais complètement remis de cette période, mais malgré la maladie qui devait l'emporter en 1954, il tenait à assister à toutes les réunions scientifiques qui se tenaient à l'IAP, et bien souvent, c'était lui qui faisait la bonne remarque. Daniel Challonge et Daniel Barbier avaient rejoint Mineur à l'IAP. Ils y installèrent tous trois, en 1944, et à peu près en même temps, des services jusqu'alors répartis entre l'Observatoire de Paris, l'École normale supérieure, l'Institut Henri Poincaré et même l'Institut d'optique. Daniel Challonge est resté présent à toutes nos mémoires. C'était un homme d'une finesse et d'une humanité exceptionnelle qui savait s'engager quand il le fallait, mais qui, profondément, aimait avant tout le travail silencieux des nuits d'observation, ou celui moins exaltant, mais tout aussi silencieux, de l'analyse spectrophotométrique des données, dont on sait qu'elles ont formé la base précise, physique, de la classification des étoiles de tous les types, dont nous parlera certainement demain Mademoiselle Divan, sa collègue de toujours.
et l'héritière de sa pensée et de l'esprit de précision rigoureuse de sa méthode. La classification BCD est mondialement connue et sert de référence à des classifications plus grossières mais applicables à un beaucoup plus grand nombre d'objets peu brillants. Personnellement, je dois beaucoup à l'enseignement de Daniel Challonge. Alors qu'avec Roger Pétureau, nous passions de longues heures à l'étalonnage des lampes de calibration, de longues heures bien pénibles, mais qui m'ont appris beaucoup de choses, je me rendais compte que l'astrophysique était une discipline exigeante, précise, et que cette précision est nécessaire dans tous les détails, à toutes les étapes du processus complexe qui va de l'entrée du télescope à l'article publié dans les Annales d'astrophysique. C'est toujours vrai, il suffit de remplacer les Annales par Astronomy and Astrophysics. Challonge prônait le travail d'équipe, à une époque où les chercheurs restaient le plus souvent des individus solitaires. Beaucoup de membres de cette équipe, de l'équipe de Challonge, sont dans cette salle, et à travers eux, nous voyons la richesse de l'héritage. Daniel Barbier était un pilier singulièrement fort et personnel de l'équipe. Plus astronome peut-être, et peut-être moins physicien de laboratoire que Challonge. Il s'était intéressé aussi à la théorie des atmosphères stellaires, en même temps qu'il contribuait à la classification de leurs spectres. On se souvient de la publication presque simultanée de 2 articles qui firent date sur l'interprétation de l'assombrissement solaire, car ces 2 stellaires étudiaient aussi le Soleil, qui après tout est une bien bonne étoile. L'un était signé de Challonge et Kourganov, et l'autre de Barbier. Intéressé aussi par la haute atmosphère, comme le fut Challonge à cause de l'ozone, il lança des travaux et des chercheurs aussi dans cette direction de recherche qui était alors très florissante à l'Institut d'astrophysique. Barbier était un homme calme, souvent ironique, jamais véhément. Ses conseils étaient précieux, car il ne faisait jamais de concession à une inutile courtoisie. Mais il pouvait être, avec ses amis, chaleureux, et on pouvait compter sur lui. Mineur, Challonge, Barbier, ce furent les débuts de l'IAP. Après la mort d'Henri Mineur, André Danjon, puis André Lallemand, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, tout à l'heure, dirigèrent la maison. Mais ni l'un ni l'autre n'y avait d'équipe, et ils poursuivaient leurs recherches à l'Observatoire de Paris. Ils ont certainement, en une période difficile, contribué à asseoir la personnalité de l'IAP vis-à-vis des autorités de tutelle et à en assurer la pérennité. Je parlais tout à l'heure de mélancolie. Aussi quand je pense à ma soutenance de thèse, ici, devant Danjon, Croze, Kassler et Schatzmann, en 1950, ce fut la première thèse soutenue dans cet amphithéâtre. Si bien que la mélancolie avec laquelle j'ai commencé ces quelques notes se teinte finalement d'optimisme, parce que je vois circuler dans cette maison beaucoup de jeunes têtes, je ne veux pas dire de jeunes têtes blondes, enfin beaucoup de jeunes têtes, que les soutenances se succèdent sans trêve ici, et que les séminaires et les réunions de tous les types ouvrent l'IAP aux visiteurs français et aux visiteurs étrangers. Ceci a été souligné par Schatzmann tout à l'heure, et c'est un des aspects, je crois, les plus importants de cette maison que en effet l'ouverture, et que les 4 étages, pardon, 5 maintenant, bourdonnent d'une évidente productivité scientifique. La qualité de la recherche qui se fait ici depuis 50 ans est une garantie pour l'avenir, mais qu'on me permette d'espérer que les pouvoirs publics sauront donner à ces équipes les outils et surtout les postes de chercheurs, d'ingénieurs, d'administratifs et de techniciens qui leur font encore gravement défaut. C'est sur cet espoir ferme que je termine.